Bonjour à tous. Donc, nous sommes le groupe des Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun et nous avons pour notre nouvelle création artistique puisé notre inspiration sur les terres situées à l'extrême ouest du Cap-Sizun, Plogoff, Cléden et l'île de Sein. Pilérienne, c'est l'histoire de cette population qui a de tout temps tiré sa subsistance dans les mers qui bordent ces terres. Marins-pêcheurs pour les hommes, ramasseuses de goémons pour les femmes, ou encore pilleurs et pilleuses aux tempêtes. Pour cette présentation de costumes, nous vous proposons de porter votre attention sur la reconstitution des costumes de marins-pêcheurs portés par la communauté maritime du Cap-Sizun dans les années 1880-1910. Et pour cela, rendons-nous sur la commune de Plogoff, au petit port de Bestré, dernier port du continent avant de rejoindre l'île de Sein. Ce port abritait il y a de nombreuses années une flottille professionnelle de pêche côtière. Nous pouvons donc être les témoins d'une vie maritime animée, avec arrivée et départ des bateaux, préparation des casiers à homards, réparation des filets de pêche, ou encore transmission des gestes et savoirs par les marins les plus aguerris. Le vêtement que nous restituons ici est un vêtement du quotidien. Il est assez ample pour ne pas entraver les gestes du quotidien et les gestes dans les travaux de la pêche. Il va se composer d'une chemise en coton bleu et blanche rayée, d'un pull en laine tricoté, d'une vareuse assez ample et dépourvue de boutons, car s'il y en avait, ceux-ci pourraient se coincer dans les mailles du filet et créer des incidents. Le pantalon, assez ample également et évasé dans le bas, va permettre de venir se poser sur les sabots pour essayer de garder les pieds au sec. Les sabots, appelés bégou morts, ont été taillés dans un bois assez solide et costaud et ont une forme assez particulière de nez de cochon. Alors, c'est-à-dire que leur pointe a été rabotée pour éviter que les sabots se coincent aussi dans les filets, ce qui pourrait entraîner un homme à la mer. Enfin, le vêtement va se terminer par un large béret en drap de laine qu'on appelle galette et qui, par sa forme, permet de protéger le visage des hommes des intempéries, des embruns ou encore de la réverbération du soleil. Notre travail de reconstitution a débuté en 2013 par l'intermédiaire d'Anthony Guéguin, membre du Cercle. Il a été accompagné et aidé du musée maritime d'Audierne, d'Alain Lebert, collectionneur, et de l'équipe de couturières du groupe. Ce travail de reconstitution a été réalisé en plusieurs étapes. La première a consisté à retrouver la recette du tannage des vêtements. Il faut savoir que les vêtements sont tannés comme l'étaient les voiles des chaloupes sardinières au début du XXe siècle, au cachou d'acacia et à l'eau de mer. Alors une fois la recette trouvée, ensuite ça a débuté donc le travail de couture. Les pièces ont été taillées dans du coton assez épais et solide qui résiste aux activités. Une fois que les pièces ont été assemblées, donc elles ont subi un premier bain au cachou d'acacia qui se liquéfie une fois qu'il est chauffé. Et ensuite, elles ont subi donc un deuxième bain dans l'eau de mer, car il faut savoir que le sel est un fixateur naturel. Et c'est ensuite le séchage des pièces au soleil et à la chaleur qui va leur permettre de prendre cette couleur un petit peu particulière, cette couleur un petit peu rouille. Ce travail de tannage doit être réalisé régulièrement pour permettre aux vêtements de conserver toutes ses propriétés, notamment le fait qu'ils soient imperméables et imputrescibles. Donc là, le dernier tannage date de 2018. On espère que pouvoir réaliser, que le temps nous permette de réaliser un nouveau tannage à la fin de la saison. On essaye de le faire à peu près tous les 5-6 ans. On souhaitait aussi porter à votre attention que ce travail de reconstitution ne s'est pas arrêté aux vêtements des hommes. Nous avons décidé quelques années plus tard de travailler aussi sur la reconstitution d'un vêtement de petit mousse, que porte aujourd'hui Raphaël. Alors
entre guillemets, le travail de reconstitution, en tout cas de couture, a été quasiment le même. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que nous avons choisi de teindre le vêtement dans une autre couleur qui était aussi présente dans le monde maritime du Cap Sizun, donc de le teindre en bleu indigo. Autre différence qu'on peut noter, c'est que, alors contrairement aux hommes, hein, le travail de tannage, on a essayé de rester dans une recette assez traditionnelle. Malheureusement, pour nos enfants, ça n'a pas été tout à fait le cas. Donc ça, c'est un petit travail qui nous reste encore en tête, d'essayer de vraiment travailler sur une teinte traditionnelle. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la question. Nous avons choisi de porter notre travail de réflexion sur l'évolution d'un costume sur une période de 50 ans. Et donc notre choix s'est porté sur l'évolution de la mode féminine capenne entre les années 1885 et 1935. Alors pourquoi ce choix ? La mode capenne est la mode emblématique de notre territoire et c'est également une mode qui sera présente sur notre création artistique. Et je laisse la parole à Marie. Bonjour à tous. René-Yves Crestan a écrit que le Cap Sizun était un territoire très isolé et où les habitants n'avaient de contact avec le reste du monde qu'aux foires et marchés de Pont-Croix et Audierne. Malgré cet isolement géographique, le territoire du Cap Sizun compte tout de même 6 modes de costumes féminines différentes, à savoir la mode capenne sur l'ouest du Cap Sizun et sur l'île de Sein, la mode penne-sardine en 2 variantes, variante artisane sur les ports de Audierne, Plouhinec, Pont-Croix, et variante paysanne sur les communes de l'est du Cap Sizun. On trouve également la mode Borléden-Vraz sur les communes de Confort, Mélard et Mahalon, la mode pomponne portée par les artisanes de Pont-Croix, et une mode plus confidentielle qui est la mode brugéraise qui est portée uniquement sur Bezec. Nous avons choisi de porter notre attention, comme disait Manon, sur le costume capenne, qui est notre costume emblématique du terroir, et de porter également cette attention sur la période 1885-1935. Alors pourquoi le choix de l'année 1885 ? Cette année est une date charnière dans le domaine capenne, puisque jusque-là, avec cet exemple ici, ce costume était porté sur l'île de Sein et sur les communes ouest du Cap Sizun de la même manière. À partir de 1885, il y a eu une épidémie de choléra sur l'île de Sein, et les femmes de Sein ont décidé de porter uniquement la coiffe noire comme coiffe quotidienne. Il y a donc eu une scission dans le domaine capenne, et la naissance du domaine ghibellinen. Les évolutions sur le costume capenne sont assez peu visibles, on va dire. Il va garder sa forme archaïque, sa forme traditionnelle dans le manchou, qui est un vêtement très très cintré et ajusté près du corps, et sa jupe garde également la même forme, même si elle rétrécit. Les plis sont montés sur la ceinture. On trouvera juste un montage différent de la jupe sur la dernière mode 1935, qui est une ceinture montée avec des fronces. Là où on va voir surtout l'évolution, c'est dans l'utilisation des tissus. En 1885, ce sont des draps de laine épais qui sont utilisés. On peut le voir ici avec la jupe, qui va être ensuite en cotonnette satinée pour terminer en velours, entièrement en velours. Le manchou de même est en drap de laine épais. Il est bordé de fines bandes de velours, et les bandes de velours vont augmenter en taille au fur et à mesure des connaissances et des techniques de tissage. Au niveau du manchou, concernant l'ornementation, si le manchou est très simple en 1885, il s'orne de plis verticaux sur le plastron et sur le dos dans les années 1900. Ensuite, en 1920, on voit qu'on y rajoute des guipures florales. Alors ici que sur le plastron, mais on pouvait en trouver également dans le dos. Et en 1935, le manchou est entièrement en velours et il est perlé sur les manches. La pièce qui marquera le plus, enfin qui sera la plus évolutive en tout cas sur cette période, ce sera certainement le tablier. Très simple, en fin 19e siècle, il va évoluer, pareil, avec les connaissances et les techniques et puis les approvisionnements possibles de tissus. Donc on pourra trouver en 1900 de la moire, de la soie brochée. En 1920, du satin ou de la soie, brodée, perlée ou ornée de cannetilles. Et en 1935, on est plutôt sur du crêpe,
qui est brodée et perlée. Et enfin, dernière pièce du costume, la plus discrète, parfois la seule pièce blanche sur un costume tout noir, ce sera le col, qui est ici croisé, amidonné. Alors lui, il représente à lui seul toute l'évolution du costume, il garde sa forme totalement archaïque. Le montage de l'empiècement est le même, peu importe la période. Il est en coton, simple, à la fin du XIXe siècle. Ensuite en broderie anglaise, puis en tulle carré avec une ornementation en dentelle. Et à la fin, il sera entièrement en dentelle florale. Voilà, merci. Merci pour vos interventions. Je rebondis sur votre présentation de l'évolution du costume. Vous évoquez un terroir isolé, et pourtant on voit qu'on a des grandes variations quand même sur certaines pièces, notamment au niveau des matériaux. Comment est-ce que vous voulez les expliquer ? Alors, malgré qu'il soit très isolé, il y avait quand même une forte population de marins. Alors, pas tous marins-pêcheurs, il y avait des marins à Marine nationale et des marins de commerce. Et donc, c'est eux qui allaient, par leur voyage, ramener des pièces de tissu. Et il y avait aussi beaucoup d'échanges, notamment avec le port de Pont-Croix. Et pas mal d'apports de soie. On retrouve aussi des châles cachemire, par exemple, chez nous. Malgré, oui, qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges sur le territoire terrestre, peut-être, il y en avait beaucoup par la mer, quoi. Sur les tenues de marins, vous évoquez aussi dans votre dossier, il me semble qu'il y avait possibilité d'avoir des capes pour les marins. Est-ce que vous envisagez de les intégrer ou pas à votre vestiaire ? Ah oui. Alors, elles font déjà, en effet, partie de notre vestiaire pour le spectacle Enez, il me semble, en 2013. Nous avions reconstitué 4 capes. C'est vrai qu'on en a parlé dans le dossier parce qu'elles font partie un petit peu de l'équipement du marin. On a fait le choix de ne pas les intégrer sur notre spectacle parce que, voilà, par rapport à la création artistique, disons qu'elles n'auraient pas trouvé leur place et elles auraient pu même plutôt nuire au mouvement du spectacle, mais elles font en effet partie déjà de notre vestiaire. Moi, je vais continuer avec une question sur le costume des gars, mais une question pratico-pratique. Par rapport à votre démarche sur le tannage, voilà, vous avez dit déjà que vous les avez retannés plusieurs fois. Alors ce type de démarche dans la reconstitution a des incidences pour le quotidien d'une saison. Quelles sont les contraintes pour l'entretien, on va dire, de saison en fait, de ces costumes-là? Quelles consignes vous donnez à vos gars pour les nettoyer? Je me doute qu'il fait chaud parfois, donc ils doivent quand même un peu transpirer dedans. Ouais, mais comme transpiraient les marins sur leur bateau... Et comme nous d'ailleurs, dans nos costumes habituellement. Non, là, ce qui nous a par exemple posé problème cet hiver, c'est l'humidité. Nos costumes, ils sont, comme on l'a dit, trempés dans le sel, qui est un fixateur, et donc le sel a emmagasiné toute l'humidité qu'il y avait dans l'air, et donc on a retrouvé une partie de nos costumes totalement moisis. Bon, après, voilà, ils sont faits pour... d'événements du quotidien et de travail, donc on les a juste brossés et ils se reportent. Voilà, on les a séchés au soleil et puis voilà, il n'y a pas eu plus de soucis que ça, mais voilà, ouais, c'est un problème quand même le tannage. Ça a des conséquences à côté, quoi. Faut pas qu'ils soient à côté de vêtements trop fragiles parce que. Ouais. Vous utilisez le terme tannage, j'attendais teinture. Pourquoi vous utilisez le terme tannage comme du cuir, comme pour des pièces de cuir? Parce qu'on tannait les voiles des bateaux. Et qu'ils tannaient leurs vêtements en même temps qu'ils tannaient les voiles des bateaux. C'est une expression idiomatique utilisée. Ouais, par exemple, sur l'île de Sein, il y a une grande cuve dans la cour de l'abri du marin. C'est la cuve pour tanner les voiles, et ils trempaient leurs vêtements au même endroit. Donc voilà, ils tannaient en même temps, ils brossaient en même temps. Et moi, je vais parler justement par rapport à ce tannage, question un peu recette, pour bien comprendre, parce que
les toiles à la base, c'était des toiles, j'imagine, écrues ou en coton que vous avez teint en marron et tanné, ou c'est le tannage qui fait qu'elles deviennent, avec le séchage au soleil, directement ocre rouille? C'est Et ça. donc il n'y a pas de teinture spécifique à part le tannage. C'est le cachou d'acacia qui D'accord. rend cette couleur-là. Et donc justement, donc, ça veut dire que sur le bleu, vous cherchez un tannage autre pour ne pas le On rendre cherche rouille surtout par-dessus. une recette traditionnelle. Parce que la recette qu'on a fait avec pour les enfants, on a utilisé des produits chimiques. De l'indigo en poudre et puis de l'hydroxyde de calcium ou un truc comme ça, de potassium. Et en fait, non, il faudrait qu'on arrive à trouver la poudre d'indicotier et qu'on... Voilà, on cherche. On désespère pas. Donc le cachou, ça a des vertus imputrescibles, en fait, c'est aussi une des vertus du cachou, ça permet que la fibre ne pourrisse pas normalement, même s'il peut y avoir des moisissures, mais normalement c'est pour ça que les filets étaient teints au cachou. Moi je viens d'un terroir où le vestiaire peut être très 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 proche, pourtant on est bien loin, on est à plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que vous avez dans votre vestiaire des pièces qui sont huilées, imperméabilisées, des choses avec de l'huile de lin ou des choses comme ça? Vos capes par exemple, vous n'avez pas de traces d'imperméabilisation par de l'huile de lin ou d'acier ou de choses comme ça? Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Non. La pièce qui pourrait se rapprocher de ça, ça serait les chaussons bottes. Enfin, voilà, les boutoukinous chez nous, qui étaient des bottes dont le cuir était huilé certainement pour être imperméabilisé, mais autrement on n'a pas d'autres pièces. On est arrivé au bout. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Merci au groupe des Bruyères qui clore cette première partie.